BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on accueille Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, conseiller en gestion de patrimoine chez Expert et Finance. Alors, la dernière fois vous étiez venu nous voir, vous nous aviez parlé de situation patrimoniale, de l'importance de bien connaître sa situation patrimoniale et ça a suscité pas mal de demandes chez nos auditeurs qui veulent en savoir plus, notamment quand on parle de succession. En ce qui concerne le conjoint, on sait qu'il y a des différences importantes en fonction de son statut civil. Déjà, on rappelle peut-être, histoire de placer le décor, les différents types de statut civil. Alors déjà pour les personnes en couple, le Code civil distingue 3 types d'unions. Le concubinage, qui est une union de fait caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Le PACS, qui est un contrat conclu entre 2 personnes majeures pour organiser leur vie commune. Et enfin, le mariage, qui est une véritable institution. Comme le sujet d'aujourd'hui, c'est la protection du conjoint, il y a une image que j'aime bien utiliser, même si elle est un peu simpliste, elle permet de comprendre les enjeux, c'est l'assurance automobile. D'accord. Où le fait d'être en concubinage reviendrait à rouler sans assurance. Avoir conclu un PACS permettrait de rouler avec une assurance classique. Et enfin, le mariage, ce serait l'assurance tout risque. Bon, pas d'assurance du tout pour le concubinage, il est quand même un peu fort, non? Alors, il faut savoir qu'en tant que concubin, on n'est pas héritier en cas de succession, ce qui signifie qu'on ne reçoit rien. Si toutefois le défunt avait prévu de vous léguer une partie de son patrimoine dans un testament, la sentence fiscale est terrible, puisque le patrimoine transmis est soumis à 60% de droits de succession, après un modeste abattement de 1 594 €. Donc en fait, votre traitement fiscal est le même titre qu'un tiers, et même si ça fait des décennies que vous vivez ensemble, il n'y a pas plus de protection. Et même sur le logement familial, si c'était l'unique propriété du défunt, vous pouvez vous retrouver à la porte quasiment du jour au lendemain. Bon. Voilà pourquoi vous dites sans assurance. Bon, l'assurance au tiers, c'est ça? C'est celle du PACS? C'est celle du PACS. Alors déjà, pour le logement, on a la possibilité d'avoir un droit temporaire d'1 an, donc ce qui laisse un peu plus de temps de se retourner. Par contre, attention, en tant que partenaire de PACS, on n'a toujours pas la qualité d'héritier. Bon. La différence, c'est s'il y a un testament qui vous gratifie, dans ce cas-là, le patrimoine transmis est hors droit de succession. Donc ça fait quand même un sacré avantage de ne pas payer de droits sur le patrimoine reçu. Et donc l'assurance tout risque, c'est le mariage. Ouais. Le mariage, puisque là, on est héritier. Donc en l'absence de disposition et quel que soit son régime matrimonial, le conjoint survivant aura le choix entre un quart du patrimoine du défunt ou 100% en usufruit, si les enfants sont communs. Donc ça, c'est... Et ensuite, on déroule la succession, c'est ça? Et ensuite, d'abord, on choisit en fait la masse successorale, c'est ce qui va en fait changer selon le régime matrimonial. Juste une précision, si les enfants sont non communs, c'est le quart en pleine propriété. D'accord. Donc effectivement, en fait, ce qui va changer selon le régime, c'est vraiment la masse sur laquelle va porter la succession. Bon, alors maintenant, si on rentre dans le détail des régimes, là, quel est l'impact? Alors déjà, il y a 5 régimes matrimoniaux en France. On peut prendre l'exemple du régime commun, du régime légal, celui qui est le plus connu, c'est la communauté réduite aux acquis, où là, il y a 3 masses de biens. Les biens propres de chaque époux, donc ce sont tous les biens possédés avant le régime matrimonial ou alors ceux reçus par donation ou succession, quelle que soit la date. Et ce qu'on appelle les biens communs, ça va être tous les autres biens achetés après le mariage, qu'on appelle aussi la communauté. Donc en cas de succession, le survivant va automatiquement posséder, il va rester propriétaire des 50% de la communauté. Et donc la masse successorale va porter sur les 50 autres pourcents, plus les biens personnels du défunt. Et c'est là-dessus qu'on va appliquer les options dont je parlais, un quart en pleine propriété ou 100% en usufruit. Là, c'est le régime légal, comme on dit. Exactement. Pour les personnes, du coup, qui n'ont pas conclu de contrat, et ça concerne à peu près 80% des personnes. Si on prend un autre régime, histoire de comparer? Alors, si on prend la séparation de biens, qui est le deuxième régime le plus répandu, là, les biens acquis par un seul des époux après le mariage vont rester des biens personnels. Bon, donc on voit que le mariage offre une protection plus forte? Oui, et sachant qu'on peut préciser que plus le régime matrimonial va prévoir une masse commune de biens importante, plus le conjoint va être protégé puisqu'il est propriétaire de la moitié de cette partie. Alors, cette protection plus importante, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Les aménagements sont possibles? Ah oui, on peut vraiment faire du sur-mesure, c'est ça qui est bien avec le droit civil. Donc il y a déjà la donation entre époux qu'on peut prévoir dans un acte notarié qui va augmenter encore les options du conjoint survivant. Donc par exemple, pour les personnes qui n'auraient pas d'enfants communs, on peut choisir 100% en usufruit. Il y a un quart en pleine propriété plus 3 quarts en usufruit. Et enfin, on peut disposer de la quotité disponible, donc c'est la part dont on peut disposer librement. Le défunt peut
la percevoir en pleine propriété. Bon, il y en a plein d'autres aussi. Oui, il y en a plein d'autres. Alors, on va peut-être pas toutes les faire, mais quelques-unes oui. que chacun l'ait en tête. Ouais, alors on peut prévoir des aménagements matrimoniaux, mais juste en termes de procédure, c'est un peu plus lourd parce qu'il faut soit l'intégrer au contrat de mariage, soit lors d'un changement de régime. On peut citer peut-être la clause de préciput. Donc c'est en fait une clause qui va désigner certains biens en particulier et qui va permettre, avant le partage, au survivant de prélever ces biens-là comme si finalement ils lui appartenaient seul. Bon, on précise juste que si on change de régime, faut que ce soit fait avec l'accord. L'accord des enfants, voilà, s'ils sont majeurs, et s'ils sont mineurs, il faut une homologation devant le tribunal de grande instance. Donc c'est quand même des procédures un peu plus lourdes. Voilà, mais c'est intéressant. Et ça peut être intéressant. Du coup, si on est marié, on est tranquille, il n'y a pas besoin de faire de testament, J'ai envie de dire, ça dépend de votre volonté, ça dépend de vos souhaits. Dans certains cas, ça peut quand même être utile. On peut citer un exemple si on a quelques minutes, parce que ça peut intéresser vos auditeurs. Pour les personnes qui seraient mariées sans enfants, et qui auraient quelques biens communs et encore leurs parents qui seraient vivants, en cas de succession, chaque parent hérite d'un quart du patrimoine du défunt. Donc pour le survivant, il se retrouve en indivision sur certains biens, notamment la résidence principale par exemple, avec ses beaux-parents. Donc voilà, si ça vous convient, il n'y a pas besoin de prévoir de disposition. Mais si jamais c'est pas le cas, là le testament peut être utile. Et de toute façon, ce qu'il faut retenir, je pense que vous l'avez bien compris, c'est qu'on a une souplesse quasiment infinie. Donc faut pas hésiter à utiliser les dispositifs, à savoir comment ça se passe si jamais il vous est arrivé quelque chose hier. Et puis comme ça, prévoir les aménagements. Et puis je peux vous rassurer, ça fait pas mourir d'en parler. Non, ça ne fait pas mourir d'en parler, tout comme les testaments. Et on rappelle que le testament, il doit être rédigé à la main, chacun le sien, même si on est en couple et qu'on veut les mêmes dispositions pour l'un pour l'autre. On ne signe pas tous les deux le même testament, chacun fait le sien. Chacun fait le sien, c'est exactement ça. À la main. Et le mieux, c'est de l'enregistrer chez un notaire. Comme ça, vous êtes sûr de sa validité. Et on peut le modifier. Et on peut le modifier à tout moment, exactement. Et ben voilà quelques idées de plus. Merci beaucoup Amélie Ziegelmeier pour Experts et Finances.